Bonjour à tous. Et tout d'abord, donc un grand merci à Maria et Jérôme de nous permettre de vous parler du travail du groupe thématique sur les PNDS qu'on a animé, donc Sarah Castet de Marseille et moi-même. Et donc, Maria nous avait demandé spécifiquement de parler du bilan de la rédaction du PNDS avec un aspect assez pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, plus vite, avec moins de problèmes, etc. Donc on va essayer de parler de ça. Donc on a été aidé dans ce travail avec tout un groupe donc, issu de personnes de différents centres de référence et de compétences Firando. Et donc en particulier Bruno Donadille du réseau à la fois Prisis et CEMERC nous a beaucoup aidé et vous a sollicité régulièrement avec ses enquêtes pour savoir un peu où vous en étiez et puis aussi quels étaient votre retour. Donc merci à Bruno. Élise Yabikani également nous a permis de partager son expérience sur le syndrome de Silver-Russell et avec une approche assez pratique qui nous a bien aidés. Et Sonia Yanmat a assuré l'organisation, donc on souhaite remercier ces personnes tout particulièrement. Donc l'objectif des PNDS qui vont être donc publiés, le but étant de les publier sur le site de l'HAS, ça c'est la phrase officielle qu'on trouve dans les documents de l'HAS, expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d'un patient atteint d'une maladie rare. Et donc notre travail, ça va être de faire ces propositions consensuelles en se basant sur des protocoles déjà existants, des recommandations déjà publiées, mais aussi des études cliniques qu'il va falloir retenir, c'est-à-dire sélectionner, et puis l'expérience du groupe. Et enfin, il faut indiquer clairement l'indication des médicaments ne disposant pas d'une AMM, puisque ces documents sont des documents opposables, on pourra en reparler. Et donc, c'est assez formel tout ce que nous demande l'HAS, et il va falloir rédiger 3 documents. Un argumentaire scientifique qui comporte des éléments administratifs, mais aussi des éléments de méthodologie, comment la stratégie de recherche bibliographique a été menée, comment l'analyse critique des références a été faite, et il faut la présenter sous forme de tableau synthétique. Le deuxième document, c'est le PNDS lui-même qui devrait faire 10 à 20 pages. En réalité, souvent, on est un peu plus long. Relu et discuté par un groupe de travail multidisciplinaire comprenant à la fois des médecins des centres de référence et de compétences, mais aussi élargi à des médecins libéraux, différents spécialistes, un généraliste également est requis, des paramédicaux, des psychologues, des associations de patients, couvrant l'ensemble du territoire national. Et enfin, le troisième document, c'est la synthèse pour le médecin traitant. Alors pour rédiger ça, on a une méthode d'élaboration de ces PNDS qui est publiée par l'HAS et qui est un document finalement un peu ardu à lire. Oui, alors je vous ai mis là aussi, on vous a mis le contact à qui adresser les PNDS. Ça a déjà été un travail de savoir à qui, mais voilà, maintenant on peut garder ce nom-là. Et donc, on va essayer de discuter un peu plus loin de cette méthode d'élaboration parce qu'on a eu la chance, grâce à Maria Givoni qui nous a bien aidés, de discuter hier en fait avec le responsable qualité des recommandations à l'HAS qui valide ou pas nos PNDS pour la mise sur le site. Et ça a été une interview très constructive, donc on va vous faire partager ça juste après. Alors, les projets PNDS de Firando ont été soumis à 2 appels d'offres successifs de la DGOS permettant leur financement. Et donc, il y a eu un premier appel d'offres en 2019 avec 7 PNDS sélectionnés. C'était d'ailleurs tous ceux qui ont été proposés ont été retenus. Et 2 PNDS à actualiser, donc qui représentaient finalement tous les centres de référence de la filière.
avec une deadline pour obtenir ce financement qui est en deux temps, en deux tranches de financement, au 30 septembre, qui a été étendu au 15 novembre 2021. Et là-dessus, la filière a été très efficace puisque la grande majorité des PNDS ont été finalisés et postés sur le site de l'HAS. Donc certains, il y a quelques jours seulement, mais en tout cas, vous voyez que tout est vert sur le tableau que vous a communiqué Bruno Donadi avec notre petite voiture qui a bien avancé finalement jusqu'au but de la publication. 2 PNDS sont en cours de finalisation et comme Jérôme nous l'a dit, la deuxième tranche de financement de ces PNDS va pouvoir être versée à la filière, ce qui permettra de ne pas perdre cet argent, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on retrouve les 7 PNDS là, de l'ensemble de la filière, de chacun des centres de référence. Il y avait aussi le PNDS insuffisance ovarienne prématurée, qui n'avait pas fait l'objet d'un appel d'offres, répondu à un appel d'offres parce qu'il était finalement plus ancien, mais pour lequel la filière avait financé une aide par une société, la société Qualis. On vous en fera aussi un petit retour. Sophie Christin-Maître avait pris la peine de venir à l'une de nos réunions pour qu'on échange à propos de cette expérience. 2 autres mises à jour des PNDS, c'était le Cushing et puis l'aplasie utéro-vaginale, le Rokitansky. Et enfin, le syndrome de Turner, finalement, qui avait fait partie de l'appel d'offres 2020, a déjà vient d'être publié. Enfin, la filière participe aussi à d'autres PNDS coordonnés par d'autres filières, mais nous sommes tous impliqués dans ces PNDS. Et là, la liste n'est pas complète. Mais là aussi, il y a eu quand même plusieurs PNDS d'autres filières dans lesquelles nous avons pu participer les uns ou les autres. Alors, grâce à Maria également, on a eu le contact avec une personne de l'HAS qui est capable de nous donner des statistiques sur est-ce que ces PNDS sont regardés, combien on a de visiteurs, est-ce que les gens téléchargent les documents, en gros, est-ce que ça marche ? Alors, je voulais juste partager les résultats sur les 2 PNDS les plus anciens, enfin de cette série 2019. Donc, l'insuffisance ovarienne prématurée qui a été mise en ligne au mois de mai, vous voyez qu'il y a quand même plus de 2000 visiteurs qui ont regardé ça et plus de 2700 téléchargements du document entier du PNDS qui ont été mesurés. Et la synthèse pour le médecin traitant a été vue par plus de 1000 personnes et téléchargée plus de 1200 fois. Donc c'est tout de même cette publication sur le site de l'HAS est sûrement très importante pour la visibilité de notre travail. Et voilà, l'autre, alors sur un sujet peut-être un peu plus confidentiel, le syndrome lipodystrophique de Donegan, a tout de même été vu aussi par plus de 1000 personnes et peut-être donc un peu moins de médecins traitants, mais quand même 340 téléchargements sur une maladie extrêmement rare. C'est pas mal. On ne vous a pas mis les autres parce qu'ils viennent d'être publiés, donc on n'en est qu'à quelques dizaines de clics donc, voilà, pour les autres. Mais voilà, c'était pour illustrer quand même que ça sert à quelque chose. Pour l'appel d'offres 2020, là, il y a 6 nouveaux sujets qui ont été retenus. Donc, prise en charge néonatale d'un nourrisson aux organes génitaux atypiques, l'anorexie mentale prépubère, le diabète de type maudit. Alors, on avait mis le nom des gènes, mais finalement, l'HAS a un petit peu changé le titre pour le rendre plus simple. La prise en charge des ménorrhagies dans le cadre des maladies hémorragiques rares. Le complexe de Carnet et puis une autre lipodystrophie, donc là, qui avait été classée en dernier en se disant que 2 PNDS du même CRMR, Prisis en l'occurrence, ça allait peut-être pas passer, puis si finalement tout est passé aussi, donc voilà, c'était pas la peine de se restreindre, en tout cas c'est l'expérience qu'on a eue. Et puis 2 PNDS à actualiser, en sachant que le syndrome de Turner, qui a pu être financé par cet appel d'offres, a déjà été écrit et finalisé. Et pour les autres, alors la deadline, c'est le 30 septembre.
2022. Et donc, en dehors du syndrome de Turner, donc, qui était sur le fichier d'avant parce qu'il a déjà été finalisé, tout le monde a commencé le travail, pas forcément jusqu'à la rédaction, le début de la rédaction, mais déjà, toutes les petites voitures sont en route. Et donc, pour revenir un petit peu sur cette méthode d'élaboration, je voulais vous faire partager ce que nous a raconté donc Monsieur Pierre Gabac, qui est l'adjoint à la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à l'HAS et le chef de service des bonnes pratiques. Il nous a fait comprendre que c'est lui qui valide en fait les PNDS. Et contrairement à ce qu'on croyait, on a eu l'impression que tous passent quand même par cette relecture rapide en tout cas, et pour être ou non sur le site. Alors, on a plutôt trouvé que c'était une bonne nouvelle d'avoir ce contact. D'abord, vous pouvez le joindre si vous avez des soucis. Il s'est montré très ouvert à la discussion, très intéressé que des personnes, des filières ou des centres de référence veuillent en savoir plus et fassent la démarche d'aller auprès de lui. Donc, il nous a dit qu'il avait rencontré des personnes de 2 filières, qu'il en était très content, etc. Donc, vous pouvez le joindre. Donc, on vous a mis son mail et puis le mail de sa secrétaire pour toute question. Et l'autre chose qu'on a trouvé plutôt positive, c'est que nous, on avait ressenti, et c'est aussi un peu le ressenti que vous aviez visiblement d'après les enquêtes que Bruno Donadi avait pu mener, l'impression de ce carcan administratif de l'HAS sur nos PNDS qui finalement est peut-être un peu plus souple que ce qu'on croyait. Et on va vous dire ce qu'il nous a raconté. Donc en effet, si on regarde la grille d'évaluation de la qualité méthodologique d'un PNDS, ça s'est publié dans le guide. C'est pas très... voilà, c'est un peu rébarbatif. Alors, il y a tous les critères administratifs. Est-ce que il y avait bien un groupe de travail? Est-ce que vous êtes bien réunis, etc. Des choses comme ça. Et puis, il y a l'argumentaire surtout. Alors, ce fameux argumentaire, qu'est-ce que c'est? Il a pu nous en dire un peu plus. Donc, c'est un point important. Donc, j'ai surligné les points qui nous ont semblé les plus importants, enfin, d'après cet entretien. Donc, cet argumentaire pour l'HAS, c'est vraiment montrer qu'on a fait la démarche d'avoir une bibliographie a priori sur mots-clés dans notre thématique, sur des questions auxquelles on a jugé important de répondre. Donc, savoir que cette bibliographie, elle a été faite, et que les membres rédacteurs, elle a été triée aussi, parce qu'on a le droit voilà, à partir des mots-clés, de prendre ou non ces éléments bibliographiques. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'on les a lus et qu'on les a évalués en termes de niveau de preuve. Et c'est pas la peine de se casser la tête, je dirais, à rédiger un argumentaire en premier lieu complet, rédigé de façon littérale. Il faut en même temps préparer le PNDS, écrire le PNDS finalement en même temps qu'on rédige l'argumentaire. On pourra le redétailler avec Sarah. Et puis l'autre chose, donc ça, il nous a dit, c'est vraiment montrer que vous l'avez fait. Remplir ces tableaux, même si ce n'est pas les tableaux exactement qu'on présente dans le guide méthodologique. Et l'autre point qui nous a mis en avant, c'est la synthèse du médecin traitant. Il faut vraiment qu'elle existe, qu'elle soit bien là, argumentée, 2 pages peut-être, pas trop longues. Mais ça, c'est des points qu'il va regarder spécifiquement. Alors, ces fameux tableaux argumentaires, ils sont proposés dans la méthode d'élaboration d'un PNDS sous la forme de tableaux avec 7 colonnes. Donc, là aussi, c'est pénible. Il faut noter pour chaque article l'objectif, la stratégie de recherche, le recueil de l'avis des professionnels sur cet article ou non, le recueil de l'avis des patients, la population, les techniques étudiées, le résultat et le grade des recommandations. Ça, c'est pour les recommandations de bonne pratique. Pour les revues systématiques de la littérature, également un tableau à 7 colonnes avec chaque critère. Critères de sélection des études, population et techniques étudiées, critères d'évaluation, etc. Et pareil pour les études cliniques.
Alors, Monsieur Gabac nous a dit que ce n'était pas du tout requis de remplir tous ces tableaux et qu'on pouvait très bien choisir de les simplifier du moment qu'on montrait qu'on les avait lus et qu'on avait un avis du niveau de preuve de chacun des articles, finalement. Donc là, c'est un peu assez rassurant. Enfin, la recherche documentaire, donc théoriquement, il faut aussi expliquer comment on a fait cette recherche bibliographique a priori. Donc ça, c'est la même technique que pour faire des recommandations. On se dit quelles sont les questions auxquelles on doit répondre, quels sont les mots-clés qu'on doit mettre dans notre recherche. On fait la recherche, on la trie, et ensuite, on explique ça dans ce document. Bon, ensuite, le PNDS est organisé sous la forme d'un plan qui est également assez standardisé. Et donc, ce qu'on a retenu de cet entretien, finalement, c'est qu'il faut montrer qu'on a eu cette démarche d'analyse critique de la littérature selon des mots-clés préétablis, mais ce n'est pas la peine de rédiger l'argumentaire avant de faire le PNDS. On peut tout faire en même temps et proposer un tableau synthétique avec des niveaux de preuve, mais qui soit plus simple. On peut le faire plus simplement que ce qu'il propose dans le guide méthodologique. Enfin, la synthèse pour le médecin traitant est particulièrement importante. Donc ça, c'est un petit organigramme pour résumer un petit peu le processus global de la rédaction du PNDS. Donc ça commence par l'organisation, par les coordonnateurs du PNDS qui sont en général, ça c'est toutes les recommandations de la HAS qui peuvent être évidemment assouplies ou adaptées au sujet traité. Mais les recommandations, c'est qu'il y ait 1 ou 2 coordonnateurs qui s'occupent du cadrage et de l'élaboration du plan du PNDS, puis de la coordination de l'ensemble du projet. Ça peut être partagé entre 2 centres. Il va y avoir donc le ciblage du sujet, le cadrage du sujet qui est très important et qui est l'étape préliminaire. Merci. L'élaboration du plan du PNDS, l'organisation logistique et puis la constitution des groupes d'experts qui vont participer à la rédaction. Ensuite, il y a une déclaration d'intention qui est envoyée à l'HAS et puis le travail de rédaction commence avec des groupes de rédacteurs. Donc, les conseils de la HAS, c'est plutôt des rédacteurs en nombre restreint, 1 à 5. Parfois, quand le sujet est vaste, ça peut nécessiter d'impliquer un plus grand nombre de rédacteurs qui vont lire la bibliographie, sélectionner les articles qui ont été retenus sur la recherche par mots-clés et rédiger l'argumentaire, ainsi que le PNDS en lui-même qui correspond aux recommandations. La recherche bibliographique, la sélection de la bibliographie, elle peut être faite soit par les groupes de rédacteurs, soit par les coordonnateurs en fonction de l'organisation qui est choisie par les porteurs de projets. Donc le PNDS est rédigé. Le PNDS, c'est le 2e document. Ce sont les recommandations en elles-mêmes qui vont être diffusées aux médecins qui suivent les patients, puis finalisé. Et arrive ensuite le travail de relecture et de discussion par le groupe de travail multidisciplinaire. Et là, ce qui est important dans cette étape-là, c'est que ce groupe de travail soit bien représentatif de tous les acteurs qui entrent en jeu dans la prise en charge du patient et que ça couvre bien l'ensemble du territoire national. Donc ce texte de recommandation est discuté, corrigé et validé. Puis ensuite envoyé à l'HAS qui va évaluer la méthodologie avant de le mettre en ligne. Donc le retour d'expérience des différents porteurs de tous ces PNDS depuis 2019. Il y a des points très positifs à ce travail. C'est tout d'abord ce que ça permet de re-questionner nos pratiques. On s'est rendu compte qu'on avait parfois des pratiques un petit peu différentes sur certains points. Par exemple, je ne sais pas, pour le PNDS, déficit hypophysaire, entre les différents centres, on n'avait pas les mêmes consignes, pas les mêmes habitudes de supplémentation en hydrocortisone en situation de stress en pédiatrie, par exemple. Donc ça nous a permis de refaire la littérature sur ce point, de rediscuter et d'arriver à un consensus. Ça permet de fédérer les réseaux de maladies rares, ça permet d'interagir avec d'autres spécialistes. Mais il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des difficultés parce que c'est un travail qui est lourd. La preuve, c'est peut-être l'image de l'état des lieux de la soumission des PNDS à la date butoir. Pour l'appel à projet 2019, la date butoir était le 30 septembre 2021.
à cette date-là, sur les 9 PNDS, il y en a un qui avait déjà été publié, 4 qui avaient été envoyés à la HAS avant le 30 septembre à minuit, donc tout juste à temps, et 4 qui n'avaient pas été soumis. Il y a eu une deuxième date repoussée, une date butoir au 15 novembre. Là, il y a 2 PNDS qui ont pu être soumis et 2 autres qui n'ont pas été soumis. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour la HAS, il n'y a aucune histoire de date butoir. On peut soumettre des PNDS à la HAS toute l'année. La date butoir, elle concerne le financement par la DGOS suite à l'appel d'offres, l'appel à projet. Donc, les difficultés qui expliquent aussi les difficultés de rendre le document dans les temps, c'est essentiellement le format rigide exigé par la HAS, l'exigence du travail que représente la rédaction de l'argumentaire sur le fond, comme tout travail de recherche bibliographique qu'on veut exhaustif, mais aussi sur la forme, comme on l'a vu, parce qu'il faut bien mettre en avant le caractère critique de l'analyse des articles. Voilà, donc comme vous disiez Corinne Vigourou, c'est probablement par la rédaction des tableaux qu'il est plus facile de montrer à l'HAS qu'on a eu une démarche critique d'analyse de la littérature en mettant bien en évidence le niveau de preuve des articles sélectionnés. La charge de travail que ça représente, donc, et avec parfois des équipes qui participent à la rédaction de plusieurs PNDS. Et puis, de façon accessoire peut-être, mais les DPI de tous les intervenants qui sont à collecter, et c'est parfois un petit peu long. Donc encore une fois, l'importance de la méthodologie. On rapportait là l'exemple d'un PNDS de la filière pour laquelle la HAS a répondu non, ça ne suit pas la méthodologie exigée, mais sans expliquer exactement pourquoi, en envoyant simplement en exemple 4 PNDS, mais 4 PNDS d'un format tous différents, et puis sans réponse aux questionnements directs des porteurs de projets sur ce qui était reproché exactement à la méthodologie de ce PNDS, qui avait essayé de suivre évidemment la trame méthodologique, comme on l'a tous fait. Finalement, le PNDS a été validé, accepté par la méthodologie a été acceptée par la HAS, après des modifications de forme. Donc les tableaux argumentaires ont été un peu complétés avec les DOI des articles, en complétant les gradations de niveau de preuve des articles. Et puis il y avait une histoire de 2 documents qui habituellement sont présentés en un seul, qui ont été fusionnés. Donc voilà, une question de forme qui est assez importante. Donc la HAS ne va pas juger le fond. Et là encore, mettre en avant qu'on a bien fait une analyse critique de la littérature, c'est ce qui paraît important, ce qui est ressorti de l'entretien avec le docteur Gabac. Donc comme ce travail est lourd, certains ont cherché une aide à la rédaction. Alors par exemple pour le PNDS IOP avec des sociétés telles que Qualis, qui sont des sociétés qui se présentent comme partenaires d'aide à la recherche et aux études épidémiologiques et d'économie de la santé. Et donc ils sont intervenus essentiellement dans la recherche bibliographique. Donc finalement le retour d'expérience pour ce PNDS-là n'était pas très positif, avec une sélection des articles qui n'était pas tout à fait adéquate et le travail de recherche bibliographique a dû être refait. Nous, on a essayé l'intervention d'un étudiant en Master 2 dans le cadre de son stage de Master 2. Là encore, pour nous aider à la recherche bibliographique avec des mots-clés qu'on avait présélectionnés. Et là encore, ça n'a pas été très concluant, mais probablement plutôt du fait du profil de cet étudiant-là en particulier. Et c'est peut-être quelque chose à réessayer en sélectionnant quelqu'un qu'on sent capable d'assurer ce travail. Il y a des chargés de mission pour certains centres qui ont réalisé la requête bibliographique sur mots-clés eux-mêmes. Nous, pour le PNDS déficit hypophysaire, on a fait appel à un traducteur d'articles scientifiques qui fait aussi de la mise en forme d'articles pour la mise en forme des références bibliographiques, ce qui nous a épargné quelques heures de travail, chaque groupe de rédacteurs ayant rendu une liste bibliographique sur différents documents avec différents logiciels, etc. Donc, il a refait toute la mise en forme des références bibliographiques. Et puis enfin, pour la coordination, dans certains centres, ce sont les ARC ou les chargés de mission qui ont assuré ce rôle. Donc, voici quelques propositions, c'est simplement un bilan de retour d'expérience de ces derniers PNDS.
Il est très important de bien définir, bien baliser le sujet en amont. C'est une étape initiale qui est importante et qui est à ne pas négliger. De faire un plan du PNDS qui suit la trame HAS, parce que ça c'est incontournable. De définir à partir de ce plan les groupes de rédacteurs. Ne pas les définir à partir du plan de l'argumentaire qui peut être un peu différent. C'est ce qui nous est arrivé, nous, dans notre PNDS. Il n'y avait pas dans l'argumentaire les parties suivies qui n'ont donc pas été rédigées. Au moment de la rédaction de la synthèse du PNDS, il manquait une partie de la rédaction. Rédiger l'argumentaire à partir du PNDS et non l'inverse, ça paraît donc plus efficace, comme l'a expliqué Corinne Vigourou, à partir d'une bibliographie préétablie, de se donner comme objectif de répondre aux questions qui ont été prédéfinies en rédigeant les recommandations et au fur et à mesure en remplissant les tableaux à l'aide de la bibliographie qui a servi à ces recommandations. C'est possible donc de rédiger l'argumentaire uniquement sous forme de tableau, ça il nous a bien dit, aucune importance, texte si vous préférez, tableau, mixte, nous on ne jugera pas ça. Ça semble plus efficace de se limiter au tableau, en tout cas si on cherche l'efficacité pour le PNDS. C'est indispensable de réaliser un rétro-planning s'il y a des dates butoirs, d'autant plus si les intervenants sont nombreux et que le travail des uns dépend du travail des autres. Et si possible, se faire aider avec des aides humaines pour la coordination, la bibliographie et la mise en forme. Donc voici les tableaux argumentaires simplifiés dont c'est beaucoup servi, qui ont été simplifiés par Corinne Vigourou pour son PNDS, avec uniquement 3 colonnes, la première avec le titre, la deuxième avec la méthodologie, mais c'est surtout la gradation du niveau de preuve qui est importante, et la troisième avec les résultats et commentaires. Et donc dans les commentaires, il y a aussi l'évaluation de la qualité de l'article. Donc un tableau unique, quel que soit le type d'étude. Et voici, si vous voulez, un exemple de rétro-planning, de calendrier prévisionnel, qui prend en compte les étapes de mise en place, donc la définition du sujet, l'élaboration du plan du PNDS, la constitution des groupes de travail et la présentation de la méthodologie aux différents participants, la définition des mots-clés pour la bibliographie, la recherche bibliographique à partir de ces mots-clés, puis ensuite l'étape de rédaction du PNDS, donc la lecture des articles retenus sur mots-clés et la sélection des articles les plus pertinents, et à partir de ces articles-là, la rédaction du PNDS et de l'argumentaire sous forme de tableau. Donc ce travail est partagé en plusieurs groupes, des groupes de rédacteurs. Il faut prévoir plusieurs réunions de suivi pour faire des points d'avancement du projet et répondre aux éventuelles difficultés. Et puis ensuite vient la relecture du PNDS, donc chapitre par le groupe de travail multidisciplinaire. C'est relecture et discussion avec le groupe de travail et l'ensemble des rédacteurs. Puis relecture du texte dans son ensemble. Ensuite, l'étape de synthèse au médecin généraliste qui doit être rédigé et relu par un médecin généraliste. Et puis la finalisation de l'ensemble du travail, la mise en forme et l'envoi du document final à la HAS. Simplement, rapidement, pour les DPI, elles peuvent être envoyées en format Word, mais il existe aussi la possibilité de les remplir sur le site de la HAS avec un lien en ligne qui permet que ces DPI puissent servir pour différents travaux. L'apport des autres groupes de travail avec la suggestion du groupe thématique volet médico-social d'insérer une petite phrase dans chaque PNDS pour informer sur l'existence des questionnaires Firando de qualité de vie qui peuvent être utiles pour les demandes de dossiers d'aide à la MDPH. Donc, on a mis le lien là de ces questionnaires Firando, sachant qu'en effet, les médecins conseils de la CPAM ont facilement recours au PNDS dans le cadre de leur analyse de demande d'ALD. Donc, le financement des GOS, comme dit tout à l'heure, les 2 PNDS qui n'ont pas pu être finalisés avant le 15 novembre, le financement n'est pas perdu, il sera reversé à Firando, qu'il reversera aux porteurs de projet lorsque le PNDS sera abouti. Des exemples d'utilisation de ce budget, ça peut être des aides à la bibliographie ou à la mise en forme du PNDS, ça peut être des frais de traduction ou de publication,
des frais de transport ou de réunion hors période Covid. Alors pour ce qui est des publications, comme vous l'avez vu, c'est important que ces PNDS puissent être traduits et publiés en anglais pour une visibilité européenne, voire internationale. Donc il y a la possibilité de publier au JRD, avec par exemple un prix qui a été négocié par Prysys pour 4 PNDS, qui finalement revient à des frais de publication et de traduction de 4 350 € par PNDS. Il y a eu peut-être, Corinne va en parler plus précisément, mais une petite difficulté, comme il s'agit de publication dans un supplément du journal, il faut trouver un éditeur du supplément sans conflit d'intérêt, donc il n'a jamais publié avec les rédacteurs du PNDS. Et quand cela concerne des maladies rares, ça peut être une difficulté, ce qui a été le cas ici pour les PNDS de Prysys. Donc vous avez l'adresse mail de l'éditeur de ces suppléments d'OJRD qui peut être intéressé par la publication des PNDS et avec qui les négociations se sont faites. Et puis, comme vous savez, donc 3 PNDS qui vont être publiés dans les annales d'endocrinologie, donc cette année acromégalie, IOP et phéochromocytome. Les appels à projets futurs, je ne sais pas s'il y en aura, je ne sais pas si Maria, vous avez cette information. D'accord. Donc en conclusion, c'est un travail lourd mais très enrichissant. Il est obligatoire de respecter la forme HAS et on l'a vu, ça peut poser des soucis pour la publication sur leur site s'ils estiment que la méthodologie n'a pas été celle qu'ils avaient préconisée. Le plan du PNDS est élaboré rapidement et il nous semble que le plus simple, c'est que ce soit ce plan du PNDS qui serve de base de travail, que l'argumentaire soit rédigé sous forme de tableau uniquement et à partir de la rédaction du PNDS lui-même. Et ensuite, il faut réfléchir aux possibilités d'aide technique. Donc, on a donné quelques pistes, mais c'est probablement à développer et à réévaluer. Donc, nous remercions aujourd'hui particulièrement Maria Givoni pour sa disponibilité tout au long de ses travaux de rédaction. Merci.